Merci d'être nombreux sous cette chaleur caniculaire. Et la clim vient de démarrer, donc normalement on devrait être au frais dans quelques minutes. Nous voulions faire cette conférence de presse suite à la publication donc, du rapport de la commission d'enquête aujourd'hui même. C'est clairement une commission qui a été guidée par la parole des victimes et nous tenions à le rappeler, puisque pendant 4 mois, la commission d'enquête, et même plus de 4 mois, suite à l'affaire Betaram, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a été dotée à l'unanimité des pouvoirs d'une commission d'enquête. C'est une décision historique et je tiens à le rappeler, qui signale l'importance accordée par les membres de notre commission à ce problème systémique et à la nécessité d'y apporter des réponses. Ces pouvoirs ont donné lieu à des auditions sous serment nécessaires pour pouvoir faire toute la lumière sur tous les sujets et tous les enjeux. Nous avons travaillé avec un calendrier serré en 3 phases. La première phase, ça a été les auditions des victimes, des collectifs de victimes. La deuxième phase, nous avons auditionné les administrations générales, donc les différents ministères et autres. Et la troisième phase, nous avons auditionné les responsables politiques. Nos travaux ont été guidés dès le premier jour par la parole des victimes, dès la première audition, puisque la toute première audition, la commission s'est ouverte sur l'audition des collectifs de victimes. Un travail conséquent, puisque nous avons auditionné plus de 140 personnes et plus de 40 auditions au total. Et en conclusion, les rapporteurs ont analysé des milliers de pages de documents. De très nombreux témoignages de victimes reçus aussi, en dehors des auditions, 80 signalements effectués conjointement au titre de l'article 40, effectués conjointement les 2 rapporteurs et moi-même en tant que présidente. Des signalements essentiels qui permettent d'alerter les procureurs de la République sur des faits extrêmement graves. En tant que présidente, je me félicite de la rigueur des travaux menés tout au long de cette commission. Toutes les auditions ont été réalisées avec beaucoup de sérieux au service de la vérité et pour apporter des réponses aux nombreux enjeux. Le travail des co-rapporteurs, que je tiens à remercier devant vous, a été d'une très grande qualité. Je me félicite donc de ce rapport publié aujourd'hui et de ses fortes préconisations et propositions. Je m'assurerai désormais, avec la rigueur que vous pouvez peut-être me connaître, des suites données à ce rapport et nous engageons, je pense respectivement, à ce que le ministère notamment de l'Éducation et de la Justice prennent en compte les préconisations faites dans le rapport. Je vais donc maintenant laisser la parole au rapporteur pour vous parler plus précisément des recommandations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. C'est un moment très important pour nous que celui de la publication de ce rapport, un rapport largement adopté par le vote des membres de notre commission d'enquête il y a quelques jours, c'était le 25 juin dernier. Ce rapport de presque 330 pages, c'est l'aboutissement de 4 mois de travail, d'un travail intense, considérable, d'un travail sans relâche, où, en dépit de tous les obstacles que nous avons pu rencontrer, de toutes les attaques dont notre commission d'enquête, en tant qu'objet institutionnel même, a été l'objet, des attaques jusqu'au plus haut sommet de l'État, malgré tous ces obstacles, nous avons avancé, toujours dans la même direction avec Violette Spielbout, en tentant, en œuvrant à chaque étape de nos travaux à être utile, à faire changer l'état des choses dès à présent. La Présidente a rappelé que nous avons effectué des articles 40 pour interpeller des procureurs de la République. Voilà la carte
de ces articles 40. Voilà l'une des manifestations de la réalité de ces violences, de l'ampleur de ces violences qui concernent l'ensemble du territoire national, puisqu'il y a aujourd'hui plus de 80 collectifs de victimes qui se sont constitués durant nos travaux, des collectifs qui portent sur la situation de 270 établissements en France. Avant d'entrer dans le détail, des mots de remerciement pour nos équipes parlementaires, nos cabinets, pour les administrateurs de l'Assemblée nationale qui nous ont accompagnés dans chacune des étapes de nos contrôles, de nos auditions, à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à faire manifestation d'une vérité, à diagnostiquer, à identifier des défaillances, bien sûr aux victimes qui nous ont accompagnés à chaque étape, de la première audition aux derniers échanges que nous avons eus ici à l'Assemblée nationale pour débattre des recommandations et elles venant à notre rencontre lors de nos déplacements pour nous faire part des crimes terribles dont elles ont été l'objet. Ce rapport fait un constat accablant, celui d'une défaillance majeure de l'État dans le contrôle et dans la prévention des violences en milieu scolaire. Il porte 50 recommandations, toutes communes à Violette Spilbout et à moi-même, qui appellent à une révolution dans le contrôle, dans la prévention, dans l'organisation même du ministère de l'Éducation nationale pour garantir que demain, tous les élèves soient protégés, quel que soit le statut de l'établissement qu'ils fréquentent, pour empêcher demain d'autres bêta-rames. Bonjour à tous et à toutes. Un petit mot également en introduction pour vous dire que pour Paul Vannier, pour je crois Fathia Kelouachi, comme pour moi-même, ce travail de commission d'enquête transpartisan, il a changé ma vie. Il a changé ma vie à titre personnel et à titre politique. Nous avons pu à nombreuses reprises exprimer combien nous avons été touchés, bouleversés, choqués par des témoignages à la fois au début de la commission d'enquête, mais encore chaque jour que nous recevons sur nos boîtes mail, dans la rue, quand on nous interpelle. Et cette commission d'enquête, elle aura été, et on le verra dans les recommandations, extrêmement utile, je crois, y compris grâce aussi au travail des journalistes d'investigation comme de relais de nos travaux, pour que des personnes aujourd'hui trouvent le courage de parler qu'elles n'avaient pas trouvé des années auparavant. Et vous dire aussi que ce rapport et ces 50 recommandations communes avec Paul Vannier, que nous portons, que nous assumons totalement et que nous défendrons partout dans les mois et années à venir, ce n'est qu'un point d'étape. Ce n'est pas la fin de nos travaux. C'est un point d'étape parce que ces recommandations, elles doivent être mises en œuvre. Et donc, nous aurons un certain nombre d'actions. Ça commence par la semaine prochaine, le 9 juillet, nous présentons ce rapport à la délégation aux droits de l'enfant de l'Assemblée nationale, qui elle aussi est transpartisane, pourra se saisir de certains sujets pour poursuivre le travail à l'Assemblée nationale. Et puis, nous travaillerons dès la rentrée avec Paul Vannier à une proposition de loi transpartisane qui reprendra les éléments législatifs de nos recommandations. Et puis, bien sûr, nous proposerons, nous solliciterons à l'exécutif, auprès de l'exécutif, la mise en œuvre des recommandations qui sont d'ordre réglementaire ou de décision politique de l'exécutif. Et nous sommes effectivement, comme le disait la présidente de commission, que je remercie également pour la tenue et l'extrême rigueur de toutes ces auditions, nous sommes à disposition de l'exécutif et notamment de la ministre de l'Éducation pour très rapidement lui présenter ces recommandations et nous mettre au travail, puisque l'objectif, c'est l'action et la concrétisation. En l'honneur de quoi ? De cette responsabilité qui nous incombe et ce poids de la souffrance des victimes que nous portons avec elles, avec eux, depuis le début de la commission d'enquête et que nous n'abandonnerons pas. Voilà pour ces quelques mots en introduction et on passe aux recommandations. C'est toi sur la première. Et c'est moi. Et c'est moi. Alors, on a 50 recommandations. On a choisi avec Paul Vannier de vous faire le point sur quelques-unes prioritaires. Et bien sûr, les mesures que nous souhaitons exprimer en premier, c'est celles qui concernent les victimes. C'est la reconnaissance des victimes. C'est la première chose que demandent les victimes, les associations de victimes, d'être reconnues par l'État.
parce que certaines, dans le cas des établissements privés catholiques, ont déjà entamé un processus de reconnaissance à travers les travaux de la SIAZ et les dossiers individuels, mais elles ne peuvent pas se satisfaire. Ça met très mal à l'aise de considérer que c'est l'Église qui a sa part de responsabilité, qui reconnaîtrait et qui réparerait les fautes, alors que ce que nous démontrons dans ce rapport, de façon extrêmement large, factuelle, documentée, c'est la défaillance du contrôle de l'État pendant des années et l'absence des contrôles sur lesquels nous reviendrons. Donc cette reconnaissance, elle passe par la création d'un fonds d'indemnisation des victimes auquel les victimes pourront présenter un dossier d'indemnisation au regard des préjudices, des violences psychologiques, physiques, sexuelles qu'elles ont subies dans le cadre scolaire, mais qui pourra aussi ouvrir des droits au titre de la santé, de l'accompagnement psychologique des victimes, de leurs familles, de leurs enfants, de leurs conjoints, parce que l'on sait que la souffrance d'un enfant qui a été battu ou humilié, c'est la souffrance d'un adulte et de toute sa famille autour de lui durant des générations. Ce fonds d'indemnisation, les contours, l'organisation, le fonctionnement, nous devrons le travailler dans la suite de nos travaux. Et puis le deuxième point sur lequel nous avons des recommandations, c'est de travailler sur le sujet de la prescription. Vous le savez, ne sont imprescriptibles aujourd'hui que les crimes contre l'humanité. Il y a des délais de prescription sur le plan pénal notamment, qui ne permettent pas à des victimes de violences sur mineurs qui prendraient la parole très tardivement, comme aujourd'hui, de voir leur souffrance reconnue et sanctionnée par la justice. Et donc, avec Paul Vannier, nous proposons la création d'une mission transpartisane au sein de l'Assemblée nationale, se basant sur un travail de l'ensemble des députés, accompagné de juristes spécialisés sur les impacts de la modification de délais de prescription, pour que nous puissions avoir une solution robuste, constitutionnellement, juridiquement, qui puisse faire avancer ce sujet au nom de la douleur des victimes. Et puis, nous avons dans ce chapitre également une recommandation sur l'allongement des délais de sanction de la non-dénonciation de crimes commis sur des mineurs. Alors il y a bien sûr cette préoccupation, elle est première des victimes, de leur reconnaissance, de leur indemnisation. Et il y a l'enjeu central du contrôle. Car le contrôle, et nous le documentons dans ce rapport, le contrôle par l'État, en particulier des établissements privés sous contrat, il y en a 7500, ils scolarisent 2 millions d'élèves dans notre pays, est absolument défaillant. Un chiffre l'illustre, de 2017 à 2023, 12 contrôles seulement sur ces 7500 établissements ont été engagés. C'est absolument insuffisant, et cette carence, cette défaillance majeure du contrôle, elle expose des élèves aux violences de groupes de criminels qui peuvent se perpétuer pendant des décennies parfois, comme malheureusement nous avons pu le constater à trop d'occasions au cours des travaux de notre commission d'enquête. Enjeu donc à renforcer d'abord les moyens du contrôle, les moyens des corps d'inspection, à garantir très rapidement un contrôle minimal, une fois tous les 5 ans, dans les établissements privés sous contrat de notre pays, et un contrôle à une fréquence plus rapprochée dans les établissements publics ou privés disposant d'internats tous les 3 ans, dans des établissements du second degré, accueillant pour des nuitées des élèves, et chaque année pour les établissements du premier degré disposant de ce type de structure. À côté du renforcement des moyens du contrôle, il faut conforter l'action des inspecteurs de l'éducation nationale en rappelant dans la loi que leur périmètre d'action s'étend à l'ensemble des compartiments de la vie des élèves, notamment autant relevant de la vie scolaire, autant relevant de l'internat. Et il faut doter, nous en faisons la recommandation, l'inspection générale de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de capacités d'autosaisine pour aller plus loin dans les investigations lorsque des défaillances sont constatées, et pour garantir l'indépendance de ce corps d'inspection dont nous avons vu à l'occasion de certaines auditions qu'elle paraissait questionnée aujourd'hui. Plus de moyens, un périmètre complet, des contrôles qui doivent avoir des conséquences, avec la transmission systématique par les recteurs, par courrier, d'une série de mises en demeure lorsque des manquements graves sont constatés, et
en cas de non mise en œuvre des recommandations transmises, des décisions et des sanctions. Et nous proposons pour le coup une gamme de sanctions, d'introduire une gamme de sanctions dans le Code de l'éducation, de l'amende jusqu'à la rupture du contrat d'association qui est déjà autorisée par la loi et jusqu'à la fermeture administrative d'un établissement où se concentreraient des faits de violence, en donnant aussi aux recteurs la possibilité de procéder à pareille fermeture. Nous pensons que le contrat d'association qui vit dans notre pays depuis le vote de la loi Debré de 1959, qui en principe est revu chaque année par le préfet, doit être aujourd'hui complété d'une nouvelle clause, une clause en matière de prévention et de lutte contre les violences faites aux élèves. Et nous appelons d'ailleurs à revenir à une forme d'esprit de cette loi Debré, à revenir à un rapport direct entre l'État, le ministère de l'Éducation nationale et les établissements privés sous contrat, car aujourd'hui, et nous le documentons dans le rapport, cette relation, elle est perturbée par le fait qu'un acteur, le secrétariat général à l'enseignement catholique, s'est imposé comme un intermédiaire central. Il organise des relations extrêmement régulières avec le ministère de l'Éducation nationale. Cet acteur est décrit dans certaines notes de cabinet ministériel comme un lobby. Il a manifestement des prérogatives exorbitantes alors qu'il n'est reconnu par aucun texte. Il s'est opposé de toutes ses forces au contrôle jusqu'à très récemment, et nous avons saisi un courrier de novembre 2024 qui en faisait la démonstration. Et cette relation entre la rue de Grenelle et ce qui apparaît comme un ministère bis de l'Éducation nationale doit être dépassée. Il faut en sortir pour garantir le contrôle partout, tout le temps, et la protection de tous les élèves. Cela m'amène à venir sur des propositions qui sont techniques mais fondamentales, et qui appelle à une réorganisation extrêmement profonde du fonctionnement actuel du ministère de l'Éducation nationale. Nous souhaitons un pilotage unifié de la politique de contrôle des établissements. Aujourd'hui, ce pilotage est distinct entre les établissements publics qui relèvent de la direction générale de l'enseignement scolaire et les établissements privés sous contrat qui sont à la charge de la direction des affaires financières. Cette distinction, elle introduit un traitement différencié. Nous proposons que la DGESCO, la direction générale de l'enseignement scolaire, assume entièrement le pilotage du contrôle de l'ensemble des établissements scolaires de notre pays, quel que soit leur statut. Et nous proposons de confier des prérogatives renforcées aux recteurs, car nous constatons qu'il y a parfois entre le préfet et le recteur une confusion quant au rôle, quant au pouvoir, et nous proposons de recentrer autour des recteurs qui ont la charge, c'est bien évident, du suivi de la vie des établissements, l'essentiel des prérogatives, la capacité notamment à convoquer les commissions de concertation qui peuvent proposer des ruptures de contrats d'association, et nous demandons d'ailleurs que ces commissions de concertation se réunissent systématiquement dès lors que des faits de violence commis contre des élèves seraient signalés et constatés. Nous avons également dans ce rapport et dans ces recommandations une série de recommandations liées au signalement. Le signalement d'une violence et le traitement de ce signalement afin que les agresseurs puissent être éloignés des enfants et que les enfants puissent être protégés et afin que les sanctions puissent avoir réellement lieu, qu'elles soient judiciaires ou qu'elles soient disciplinaires au sein du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons constaté dans les travaux de notre commission d'enquête très largement que cette culture du signalement est défaillante. Il existe le signalement article 40 auprès des procureurs, qui est une obligation pour les agents publics lorsqu'on a connaissance d'un délit. Il existe le signalement hiérarchique au sein du ministère de l'Éducation nationale pour immédiatement qu'il y ait une conséquence sur la carrière lorsque une agression est décelée. Et puis il existe aussi les informations préoccupantes, les IP, qui sont plus particulièrement liées aux violences intrafamiliales et qui sont traitées par les départements dans leurs compétences de protection de l'enfance, mais l'on a constaté que au sein du corps enseignant, des syndicats, que ce soit dans le public ou le privé, il y avait une méconnaissance de ces procédures, de leur champ d'action, et que les erreurs d'orientation d'un lanceur d'alerte, qu'il soit enseignant, parent d'élève ou d'une victime, pouvaient faire en sorte que le signalement se perde et ne soit jamais suivi des faits. C'est la raison pour laquelle nous proposons une recommandation forte dans ce
rapport la création d'une cellule Signal Éduc. Vous avez dans le rapport le schéma de fonctionnement de cette cellule qui n'est pas une ou un dispositif de plus qui serait redondant, mais bien un fonctionnement centralisé des signalements, comme on a pu le mettre en place au niveau des sports et de la jeunesse et sports avec le dispositif Signal Sport, comme ça existe au niveau des lycées et des établissements militaires. C'est un dispositif qui s'appelle Thémis. C'est une cellule centrale au niveau national, au ministère de l'Éducation nationale, qui permet d'accueillir la parole des lanceurs d'alerte, notamment sans passer par le chef d'établissement quand ils ne peuvent pas le faire, ce qui arrive souvent dans les systèmes d'omerta que l'on a pu décrire dans le rapport, qui peut donc accueillir cette parole et ce signalement, qui peut en effectuer le suivi et le retour d'information à la personne qui a eu le courage de parler, que ce soit un enseignant qui a eu le courage, un parent d'élève ou une victime. On a besoin, quelques mois après, de savoir où en est son signalement et comment il a été suivi sur le plan judiciaire comme sur le plan de l'éducation nationale. L'accueil, le suivi et également le conseil, l'accompagnement de l'équipe qui fait ce signalement et enfin les données statistiques, c'est-à-dire le recueil national de ces violences, des formes qu'elles prennent, psychologiques, physiques, sexuelles, de leur ampleur, de leur caractère systémique. Ce sont des données aujourd'hui dont on a vu que Fait Établissement, le logiciel de l'éducation nationale qui va bientôt être étendu au privé, ne permet pas de faire une analyse aussi fine et nous avons besoin de cela pour piloter ce sujet des violences et faire en sorte que les signalements soient efficaces. Derrière tout cela, nous avons des recommandations, bien sûr, sur le renforcement de l'information entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale, tout en respectant la présomption d'innocence, c'est important de le dire, car beaucoup d'enseignants peuvent aussi être dans cette situation, mais nous souhaitons à travers ces recommandations une efficacité et le fait que plus aucun signalement ne puisse rester lettre morte quand un enfant ou un lanceur d'alerte a eu le courage de parler. Dans cette culture du signalement, il y a bien sûr, dans nos recommandations, le renforcement des associations de protection de l'enfance, des associations spécialisées qui interviennent dans les écoles, qui ont besoin de subventions, qui ont besoin de soutien de l'État pour pouvoir intervenir dans le public comme dans le privé. Je pense en particulier à l'association Les Papillons qui permet aux enfants ou à d'autres personnels de s'exprimer par l'écrit lorsqu'il y a un fait de violence au sein de l'école. Nous avons écrit à la ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'État, pour que cette association puisse être agréée par l'État et que partout en France, là où les chefs d'établissement commencent la mise en place de ces boîtes aux lettres papillons, elle puisse être effective dès la rentrée scolaire de 2025. Et puis, dernier point dans le sujet du signalement, la recommandation sur la levée systématique du secret de la confession lorsqu'il y a connaissance d'une agression sur un mineur. C'est un sujet qui fait débat et qui est dans l'atmosphère depuis bien une dizaine d'années. Nous le rappelaient hier soir les victimes que nous avons rencontrées. Et il faut rappeler là que nous voulons que les lois de la République soient prioritaires, priment sur le sujet du secret de la confession au sein de l'Église. Ça peut paraître une évidence pour certains, mais dans la pratique, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et nous avons, dans l'audition, notamment avec le président de la Conférence des évêques de France, eu un dialogue ouvert sur cette question qui s'est poursuivi avec l'audition du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui lui aussi a entamé le travail sur ce sujet. Il faut donc que nous puissions aboutir pour avoir des signalements rapides, efficaces et surtout protéger la victime et d'autres victimes potentielles. Alors, davantage de moyens pour le contrôle, des procédures de signalement qui peuvent être saisies, qui garantissent un suivi et qu'aucune dénonciation ne se perde. Et des mesures de prévention qu'il faut impérativement renforcer, en commençant par inscrire l'évidence dans la loi. Mais aujourd'hui, cette loi ne le précise pas, l'interdiction des châtiments corporels
doit être inscrite au Code de l'éducation. Cela peut être stupéfiant de constater que cette inscription n'est pas, et donc urgence à corriger ce manque. Des recommandations importantes sur la question de l'honorabilité des personnels qui interviennent dans les établissements scolaires, quel que soit leur statut, avec un renforcement notamment des exigences en matière d'honorabilité, en tout cas de l'accès à certaines informations dans les établissements privés sous contrat qui n'accèdent pas aujourd'hui au B2 du casier judiciaire, qui n'accèdent pas aujourd'hui au fichier FIGES, qui apporte des informations qui sont pourtant essentielles. Vigilance donc au moment de l'entrée des personnels dans des carrières enseignantes, dans des carrières qui vont les amener au contact des élèves, et puis la nécessité d'un traitement régulier du stock, pardon pour l'expression, mais de ces personnels en criblant, en scannant régulièrement la situation pour s'assurer qu'après une entrée dans la carrière, des condamnations ne seraient pas intervenues qui mettraient en cause la possibilité pour des adultes à prolonger leur présence auprès d'élèves. Garantir aussi le suivi du dossier administratif, là encore c'est un enjeu qui porte en particulier sur les établissements privés, pour qu'un enseignant, un surveillant, lorsqu'il changerait d'établissement, de département, d'académie, qu'il y ait le suivi, la trace d'une éventuelle sanction administrative, par exemple pour des faits de violence sur des enfants. Il y a aussi bien sûr l'enjeu de la formation des élèves d'abord, et de ce point de vue-là, il y a des lois qui ont été votées ici à l'Assemblée, qui attendent des décrets d'application tout simplement pour entrer en vigueur, et donc il faut que ces décrets soient publiés. La formation aussi de l'ensemble des personnels, formation initiale, formation continue, pour pouvoir repérer ces violences, pour accueillir, recueillir la parole des enfants. Formation aussi à des procédures, notamment à celle de l'article 40, la saisine du procureur de la République, qui est une obligation faite à chaque fonctionnaire dès lors qu'il aurait ou elle aurait connaissance d'un délit ou d'un crime. Mais nous avons constaté que cette culture de l'article 40 n'est absolument pas maîtrisée, et cela à tous les étages de l'éducation nationale, parfois même jusque dans certains rectorats. La prévention, c'est aussi davantage de présence humaine dans les établissements, et nous appelons à renforcer en particulier les moyens des corps médicaux et sociaux dans les établissements, les médecins scolaires, les infirmières scolaires, les psychologues de l'éducation nationale, avec une attention pour les services sociaux en faveur des élèves qui sont insuffisamment dotés, qui n'interviennent qu'exceptionnellement, en particulier dans les classes du premier degré. Et il y a là un renfort urgent, absolument nécessaire, car ces personnels sont les plus formés, sont formés à recueillir la parole des enfants, peuvent appuyer aussi leurs collègues pour détecter des phénomènes de violence. Et enfin, dans cette logique préventive, l'État, l'éducation nationale, doit assumer des mesures conservatoires quand elles paraissent nécessaires, quand des dénonciations, quand des questions se posent. Ces mesures conservatoires doivent être assumées, doivent être prises sans attendre une éventuelle décision judiciaire. Nous avons trop constaté que l'éducation nationale, au fond, comptait davantage sur la justice pour traiter certaines situations qui pourtant sont urgentes. Ces mesures conservatoires ne préjugent en rien de la culpabilité de celui ou de celle qu'elles concerneraient, mais protègent des élèves, des victimes potentielles, mettent aussi en dehors d'un contexte difficile ceux qui sont visés parfois par des plaintes. Et nous appelons donc à leur généralisation, de même qu'à des sanctions administratives lorsque des faits de violence sont constatés. Et nous pointons une discordance qui ne s'explique pas aujourd'hui entre des faits de violence qui sont recensés et sans doute très largement encore sous-estimés, notamment par cette application fait établissement, c'est 1200, 1500 faits de violence d'adultes sur élèves recensés chaque année, et des sanctions administratives pour les mêmes faits qui sont au nombre de 150 à 200, donc 10 fois moindres. Il y a la question pour nous et la nécessité, bien sûr, de sanctionner des faits de ce type lorsqu'ils ont lieu, et de garantir qu'il y ait un suivi, une trace dans le dossier administratif des personnels dès lors qu'une sanction pour des violences commises sur des élèves ait été prise. Voilà pour les grands axes de nos recommandations, pour certaines d'entre elles. Et maintenant, place à vos questions. Vous avez parlé d'une loi transpartisane qui va être proposée, qui sera proposée. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce qu'il pourrait y avoir dedans ?
Alors, vous avez 50 recommandations. Nous devons entamer un travail de criblage de ces recommandations sur le plan des modifications législatives. Donc aujourd'hui, on ne va pas vous donner les points qu'il y aura dans la loi. C'est un travail que nous allons entamer avec nos collaborateurs et les administrateurs de l'Assemblée et l'ensemble des collègues qui ont participé à la commission d'enquête et qui souhaitent s'investir dans la traduction législative de cette proposition. Donc on espère pouvoir déposer au mois d'octobre en format transpartisan, et ensuite il y aura un travail interne à l'Assemblée nationale auprès de la conférence des présidents pour qu'elle puisse être inscrite en temps transpartisan avant la fin de l'année et surtout être votée rapidement, parce que derrière c'est des mesures concrètes pour les victimes et pour protéger les enfants. Et ce sera le même périmètre que la commission d'enquête? Tout à fait. Même périmètre que la commission d'enquête. Je voudrais savoir si vous avez surpris qu'il y a aussi des cas dans le public, puisque l'idée, on connaissait un peu bien. Oui, je voudrais savoir si vous avez été surpris de constater aussi des faits de violence sur élèves dans le public. Et deuxièmement, comment vous expliquez que l'omerta, là aussi, soit extrêmement prégnante? Non, pas surpris, parce que ce sont des violences de masse, ces violences d'adultes sur des enfants, et aussi en milieu scolaire. Avant nous, la Civise, la SIAZ ont documenté l'ampleur de ces violences, et elles existent dans les établissements publics jusqu'à des situations absolument dramatiques. Nous avons un focus particulier sur le lycée Bayen de Châlons-en-Champagne, où un enseignant a violé, a agressé sexuellement pendant des années, c'est un lycée public, des élèves, même si nous constatons que des violences systémiques semblent ne pas apparaître dans ces établissements qui sont plus contrôlés que les établissements relevant d'autres statuts. Mais dans l'enseignement public, il y a des carences manifestes, des défaillances très fortes dans la circulation de l'information entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale, dans une culture du signalement de l'article 40 qui n'est pas vivante, et puis dans une méfiance, dans une répression parfois des lanceurs d'alerte. Et elle est là dans les établissements publics comme elle est dans les établissements privés sous contrat et hors contrat. Et nous avons rencontré à chaque fois des lanceuses d'alerte, d'ailleurs des femmes. Une recommandation que nous faisons est de faire connaître le statut de lanceur d'alerte à l'ensemble des personnels qui interviennent dans des établissements scolaires, pour leur dire qu'en cas de dénonciation de crimes ou de délits qu'ils ou elles constateraient, ils doivent être protégés, ils peuvent être protégés par ce statut. C'est une proposition forte de ce rapport. Et dernière chose, peut-être juste un mot sur ce sujet pour vous dire que je ne crois pas qu'on l'ait déjà dit. Quand on a fait l'audition des collectifs de victimes au début de la commission d'enquête, il y avait 8-10 collectifs de victimes. Aujourd'hui, il y en a 80 qui sont déclarés, qui concernent 250 établissements en France. Donc on voit que le mouvement a commencé et que le courage a été pris par certaines victimes de constituer ces collectifs. Et puis surtout, ils se retrouvent parce que très souvent, ils s'ignoraient. Parce que c'est des écoles où il y a eu des classes de générations différentes. Et la constitution de ces collectifs, bien sûr, concerne beaucoup l'enseignement privé sous contrat. Mais ils sont nombreux à nous rappeler qu'il y a des collectifs constitués sur des écoles publiques, sur des lycées, des collèges publics, donc ils sont en moins grand nombre, mais il ne faut pas les oublier, car là aussi, c'est le sujet de l'omerta, de l'absence du suivi et de l'inscription des sanctions sur le dossier administratif d'un enseignant quand il y a un mouvement entre les académies, et donc il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, notamment parce que lorsque des enseignants nous parlent aujourd'hui et qu'ils sont dans le public, où il y a des internats, par exemple dans les lycées professionnels, ils nous font part de cas de violence sur lesquels ils n'ont pas eux-mêmes encore osé déposer un article 40, comme quoi il y a encore du chemin à faire. Et dernière chose, est-ce que vous comprenez que l'une des mesures prises en général par l'Éducation nationale dans ces affaires, c'est la mutation, ce qui est quand même assez lunaire? Alors, je vais répondre à votre question, mais avant de répondre à votre question, je veux quand même dire clairement mon sentiment. J'ai été enseignante 30 ans dans l'Éducation nationale et je suis étonnée, après la série d'auditions, de voir le poids de la chape de plomb, qui est bien au-delà de ce que j'imaginais auparavant. C'est-à-dire qu'on a un prédateur dans un établissement. Autour de ce prédateur, il y a un système. Il y a un système de silence ou un système de complaisance. Mais en tout cas, ce prédateur, il peut continuer à violer, agresser pendant 20, 30 ans sans qu'il ne se passe pas grand-chose. Et
il y a aussi une réflexion à mener, c'est les parents des victimes. Les parents des victimes, clairement aussi, rentrent dans ce système de l'omerta, puisque très souvent, ils ont des signaux qu'ils ne lisent pas, qu'ils ne comprennent pas chez leur enfant, qui devraient les alerter, mais qui ne les alertent pas. Et donc, ces parents, on laisse un enfant de la maternelle jusqu'à la terminale dans un établissement où il y a une potentialité d'agressivité et d'agression qui est assez lisible. Et donc, c'est une question que je pose, et aujourd'hui, il va falloir la poser à la société. Comment se fait-il qu'on a un ensemble de faisceaux d'indices, on a la possibilité d'écouter des enfants qui parlent assez souvent. Ils ont une façon de parler, ils ne s'expriment pas clairement avec des mots, mais souvent leur corps parle, leurs blessures parlent. Et que la société tout entière ne reconnaît pas, ne voit pas, ou met une chape de plomb sur ce qui se passe. Et puis les mutations, parce que bon, comme j'ai été prof, je peux aussi répondre. En réalité, je crois que c'est le pas de vague dans l'éducation nationale. C'est un ministère qui est un ministère compliqué, très peu transparent. Il y a peu de lisibilité déjà sur les mutations en elles-mêmes. C'est-à-dire que les enseignants se plaignent de ne pas comprendre le système des mutations. Et donc, la solution trouvée par l'éducation nationale assez souvent, c'est de déplacer les enseignants. Et donc, nous veillerons, en tout cas dans les recommandations, clairement, c'est précisé, à ce qu'un enseignant qui a un casier judiciaire ne puisse plus enseigner. Et quel que soit, à quel moment que ce soit de sa carrière. Je pense que c'est très important. Madame au fond là-bas. Allez-y. Est-ce que vous imaginez, en vous lançant dans cette commission d'enquête, être aussi submergé par cette vague de violence scolaire? Et dans le prolongement, l'un et l'autre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 4 mois de travail? Vas-y d'abord. Non, moi je n'imaginais pas les témoignages que nous avons reçus, ils m'ont profondément percuté. Parce que je pouvais imaginer certaines violences, les violences verbales, psychologiques, les violences physiques, les violences sexuelles et même les viols, mais les actes de torture qui nous ont été décrits, les travaux forcés, des enfants qu'on a privés de nourriture, qu'on a privés de sommeil. Ça, je n'aurais jamais pu l'imaginer avant d'en entendre le récit glaçant. Et donc cette commission d'enquête, comme pour Violette Spielbout, elle m'a profondément percuté, elle m'a changé comme homme, comme député, avec une réflexion pour moi, et elle se traduit dans nos recommandations communes sur des dispositions auxquelles je n'aurais pas adhéré il y a 4 mois avant ces travaux. Et si vous m'interrogez sur des moments particulièrement marquants, il y en a eu beaucoup. Je dois dire que la visite de l'établissement Riaumont, dans le Pas-de-Calais, qui est un enfer, qui est une sorte de bagne dans lequel des générations d'enfants ont été brisés par des prêtres qui les ont fracassés, qui les ont violés, qui les ont affamés et qui les ont projetés dans une culture de la violence, culture marquée par un militarisme, des idées d'extrême droite, des références au nazisme, en les amenant les uns les autres à simuler des batailles, mais quand je dis les simuler, au fond, à se livrer à de véritables batailles rangées jusqu'avec des haches. Parlons d'enfants d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qui ont d'ailleurs dû construire le décor de ces horreurs en transportant dans le froid, la nuit, en culottes de cuir, car ils n'étaient vêtus que de cela, des brouettes de ciment et de pierre. Je décris cette réalité dans tout ce qu'elle a de plus cru et terrible et dans la précision des faits. Et moi, elle m'a bouleversé. Et donc, évidemment, ce moment-là est un moment qui restera gravé en moi. Mais malheureusement, beaucoup d'autres. Car à chaque fois, il y a des motifs que nous retrouvons dans ces violences, avec des victimes qui souffrent encore 50 ans, 60 ans, 70 ans plus tard, dont les vies entières ont été ravagées, celles de leurs entourages aussi. Et à ces violences terribles s'est ajoutée celle du silence, celle du déni, celle du mépris, celle d'une omerta qui est toujours là et que nous voulons briser à travers ce rapport et ces recommandations.
J'aurais pu choisir le même exemple que Paul Vanier, Riaumont, Liévin dans le Nord, dans mon département. D'abord parce que j'ai commencé le travail sur cette commission d'enquête en lisant attentivement et douloureusement le livre d'Ixelles de Laporte sur les enfants de Riaumont, avec des témoignages d'une intensité et d'une violence qui m'a bouleversée et qui m'a préparée aussi à ce que nous allions pouvoir découvrir. Mais je dirais que ce qui est commun entre Riaumont et un autre collectif de victimes, celui des Filles du Bon Pasteur, qui avait à Los, dans la métropole lilloise, un établissement sur lequel on m'a sollicité, mais aussi à plusieurs endroits en France, c'est le terrible constat que ces enfants étaient placés par la justice et pas par leurs parents dans ces établissements. Ils étaient retirés de leur famille la plupart du temps parce qu'ils étaient déjà victimes de violences intrafamiliales, placés par des juges pour enfants, parfois parce qu'ils étaient délinquants, incontrôlables, et ils se retrouvent dans ces endroits, Riaumont, que vient de décrire Paul Vanier, où ces couvents des Filles du Bon Pasteur, dirigés par des femmes d'une méchanceté et d'une violence dont on ne peut imaginer la force, et qui créent une souffrance tellement intense qu'aujourd'hui, dans les souvenirs, les victimes sont à la fois encore bouleversées, on a partagé des pleurs ensemble, mais aussi parfois confuses, parce que c'est tellement, ça a été tellement enfoui pendant des années, ou dit et pas entendu, que ça reste très présent. Et je crois que c'est peut-être les exemples les pires, parce qu'il y a le sujet de la responsabilité des parents qui est complexe, parce que je crois que beaucoup des parents qui croyaient redresser un peu leur enfant dans des établissements durs ne pouvaient peut-être pas imaginer ce qu'il y avait derrière tout ça dans les internats. Mais quand c'est l'État qui met ses enfants fragiles dans des endroits qu'il qualifie d'enfer, de ghetto ou de bagne, je crois que là, la reconnaissance de l'État prend tout son sens. Il y a madame et après vous, monsieur. Bonjour. Alors, quand le scandale Betaram a éclaté, on s'est tous posé la question comment c'est possible qu'il y ait eu une 50aine d'années de violence derrière les murs de cet établissement sans que ce soit su, sachant que dans le sud-ouest, on savait, puisqu'on disait c'était passage, tu finiras à Betaram. Est-ce que après ces 4 mois de travaux, vous arrivez à comprendre? Ça doit être difficile à résumer, mais au moins, est-ce que le fait de comprendre peut peut-être permettre effectivement d'éviter ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé? C'est l'objet en tout cas de notre commission d'enquête, d'essayer de comprendre pour que les choses ne se reproduisent pas. Et de ce point de vue-là, nous avons, à propos de Betaram, qui est le déclencheur de cette commission d'enquête et d'une vague de libération de la parole, mais qui est aussi l'illustration de défaillances, de dysfonctionnements que l'on a retrouvés ailleurs, nous identifions deux causes principales. D'abord, celle des défaillances de l'État, des services de l'État, la défaillance d'une gendarmerie qui, pendant des décennies, a ramené à la porte de l'établissement des élèves qui fuguaient sans jamais se demander pourquoi ils fuguaient. Des défaillances de la justice, puisque des plaintes ont été déposées pendant des décennies qui pointaient toutes vers le même établissement sans qu'elles soient mises en lien et sans que d'autres actions soient entreprises. Et puis bien sûr une défaillance de l'éducation nationale avec une carence majeure du contrôle. C'est pourtant l'une de ses obligations. Je veux redire que le contrôle de ces établissements privés sous contrat est prévu par le Code de l'éducation. Et une mission de contrôle en 1996, en avril, ni faite ni à faire, absolument bâclée, sur laquelle on est beaucoup revenu, qui a produit un rapport dont le dernier paragraphe blanchit l'établissement, et en même temps qui décrit des châtiments corporels, notamment le supplice du perron, qui consiste à mettre un enfant quasiment nu, la nuit, dehors, en plein hiver, pour le punir, avec des conséquences désastreuses, bien sûr, pour la santé de ces enfants. Ces défaillances de l'État, elles sont à tous les niveaux, au niveau local, jusqu'au plus haut sommet de l'État, car évidemment, c'est aussi la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, M. François Bayrou, qui est décrite, qui est diagnostiqué dans ce rapport qui indique qu'il savait, dès 1995 pour les violences physiques, 98 pour les violences sexuelles, qu'il avait alors tous les moyens pour agir, qu'il n'a pas agi, et qu'en conséquence de quoi, des dizaines, des centaines de vies d'enfants ont été ravagées. Et puis il y a aussi la question, et c'est une autre explication, de l'omerta, de ce silence. Pourquoi plus de signalements n'ont-ils pas percé de cet établissement, même s'il faut rappeler que des enfants ont parlé, que des parents ont déposé plainte, qu'une femme, Madame Françoise Gulung, a lancé l'alerte,
mais ils n'ont pas été manifestement pris au sérieux et entendus. Et cette omerta, nous cherchons à la comprendre. Elle tient dans ces établissements privés catholiques en particulier à une série probablement de facteurs qui se conjuguent. Il y a des enjeux de réputation de l'établissement, et donc on peine à dénoncer des faits pour préserver cette réputation. Il y a une tutelle des chefs d'établissement notamment qui est beaucoup plus forte dans ce type de structure sur les personnels, avec des craintes pour eux s'ils dénoncent de conséquences pour leur carrière. Il n'y a pas de pluralisme dans la représentation des parents d'élèves avec une seule fédération de parents d'élèves, et nous recommandons d'ailleurs de permettre un pluralisme dans les établissements privés sous contrat des fédérations de parents d'élèves pour sortir de huis clos. Et puis, il y a des enjeux de sacralité, d'autorité et une recherche par les parents d'une éducation à la dure qui place ces parents d'élèves dans une situation très paradoxale et les conduit parfois à taire des violences qu'ils peuvent constater. Voilà une explication et, ce faisant, des recommandations qui visent à empêcher que pareil contexte ne se maintiennent et à sortir d'une forme d'exception. Nous appelons à lever le tabou des établissements privés sous contrat sans, je veux le redire, nous focaliser uniquement sur eux. Et j'affirme, et nous en avons fait la démonstration dans les 330 pages de ce rapport, que notre préoccupation porte sur l'ensemble des établissements scolaires. Mais il y a là un tabou particulier qu'il faut lever avec des autorités, des tutelles ministérielles notamment, qui pendant trop longtemps ont détourné le regard, ont eu peur de s'intéresser à ces établissements parce que craignaient une accusation qui a fonctionné pendant 40 ans comme un rayon paralysant, celle de vouloir rouvrir la guerre scolaire. Et en voulant se préserver de cette accusation, ils ont laissé des situations intolérables perdurer et placer des enfants face à des criminels qui, pendant des décennies, ont pu perpétuer malheureusement leurs crimes. Oui, je crois qu'il y avait monsieur. Ah, il y a monsieur avant. Oui, bonjour. Vous parliez justement il y a quelques instants de François Bayrou. C'était l'une des auditions les plus marquantes aussi de cette commission, puisqu'il est Premier ministre. C'était une commission assez longue. Vous disiez, je me rappelle à la fin, notamment la présidente, que vous alliez réécouter l'ensemble de ces 5 heures de commission. Qu'est-ce que vous en retirez justement de cette audition-là qui était un petit peu particulière? Quelle suite vous comptez donner, notamment après l'audition du Premier ministre, et qu'est-ce que vous en tirez? Quelles sont les recommandations aussi que vous faites aux élus, aux politiques aujourd'hui quand ils font face justement à ces violences, parce qu'à l'époque, à vous entendre, ils n'agissaient pas comme ils auraient dû le faire. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Oui, alors en effet l'audition a été très longue, 5h30 du Premier ministre. Une audition qu'on a réécoutée dans son intégralité. On a aussi relu les verbatim, donc le procès verbal. On ne va pas se mentir, l'audition du Premier ministre a été pénible pour nous tous, parce qu'il n'était pas succinct, il n'était pas clair dans ce qu'il disait. Par contre, ce qu'on peut en retenir, c'est que, a priori, le Premier ministre est dans un monde qui est différent du nôtre. C'est-à-dire qu'il reste dans un monde où on peut donner des claques aux enfants et il pense que ce sont des claques éducatives. Il reste dans un monde, moi je crois que, en tout cas ça n'est pas le mien, où une lanceuse d'alerte n'est pas entendue, n'est pas la seule adulte de l'établissement Betaram qui a lancé l'alerte, c'est Madame Gulung. Or, il a passé 1 heure à détruire la réputation de Madame Gulung. Il a clairement dit qu'elle affabulait, il a clairement dit que sa mutation avait été forcée et qu'elle n'avait pas fait de demande de mutation. Enfin, il a parlé de tous les sujets, sauf du sujet essentiel, qui était que Madame Gulung avait dit la vérité depuis le début et avait lancé l'alerte. Donc, on est face à un Premier ministre qui n'a pas été convaincant, en tout cas à mon égard, mais qui n'a pas clairement menti à ce moment-là, c'est-à-dire sous serment. Aujourd'hui, nous, ce que l'on retient, en tout cas moi, ce que je retiens de à la fois Riomont et Betaram, c'est un système avec des élus locaux, avec des personnalités fortes d'une région qui crée cette omerta. C'est-à-dire que tout le système des élus locaux à l'époque, M. Bayrou était quand même président du département, puis ministre de l'Éducation nationale, tout ce système
l'évêché, tous les, on va dire, les notoriétés, les personnes importantes d'un département ou d'une région se sont soutenus pour se taire ou pour ne pas voir ce qui se passait. Et là, je crois qu'on ne peut plus à l'avenir accepter cela. Donc clairement, comme dans Riomont et Bétarame, c'est les notables qui ont créé ce système. Et donc, bien sûr, il faut absolument aujourd'hui le dénoncer. Je veux vous répondre, monsieur. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on avait avancé dans la même direction avec Joël Spielbout, dans un climat de parfaite confiance. Et je pense que nos différences ont aussi enrichi nos travaux, nos auditions. Nos questions n'étaient pas les mêmes, nos réactions n'étaient pas les mêmes. Et nos différences étaient là avant, pendant, elles vont perdurer. Et donc, sur ce point, nous n'avons pas forcément tous, et c'est tout à fait légitime, la même perception. De mon point de vue, je retiens 3 choses de cette audition, dont je veux rappeler qu'elle n'est qu'une parmi les 40 que nous avons organisées. Et d'abord, François Bayrou a confirmé sous serment qu'il avait préalablement menti devant les députés le 11 février 2025, en affirmant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence, a fortiori de violence sexuelle jamais ». C'était un mensonge, il le reconnaît, en nous indiquant sous serment qu'il était informé par la presse, dit-il, de ces faits de violence dès 1995. Première constatation. Deuxième constatation, le Premier ministre est un homme empreint d'une culture de la violence. Une culture de la violence, une violence qu'il a déchaînée contre notre commission d'enquête parlementaire, comme objet institutionnel, contre sa présidente, contre ses rapporteurs, contre les questions que nous lui adressions en contestant la légitimité même. Un homme empreint d'une culture de la violence sur les enfants, puisque j'ai souhaité revenir sur cette claque qu'il avait adressée à un enfant il y a plusieurs années dans une campagne électorale. Il l'a revendiquée, il l'a décrite comme une claque éducative. Il n'y a pas de claque éducative. Les claques détruisent la vie des enfants. Les violences physiques s'inscrivent dans un continuum de violences qui peut dissimuler des violences plus graves et les autoriser, les violences sexuelles. Il faut donc dénoncer les premières violences, verbales d'abord, physiques ensuite, et il a adressé, en revendiquant cette claque éducative, un signal dévastateur au pays. Cette violence, il l'a exprimée aussi à l'endroit de la lanceuse d'alerte Madame Gulung, en la décrivant comme une malade mentale. Je veux dire que de ce point de vue-là, c'est dévastateur qu'un Premier ministre qualifie ainsi, menace en vérité toutes celles et ceux qui souhaiteraient dénoncer des violences. Et puis enfin, il y a la question du parjure. Et François Bayrou s'est parjuré sous serment devant notre commission d'enquête en revenant sur une menace qu'il avait prodiguée le 11 février, à nouveau, dans l'hémicycle. Il avait indiqué qu'il allait porter plainte en diffamation contre un journal. Je l'ai interrogé le 14 mai sur cette intention et il m'a répondu en indiquant qu'il envisageait à cette date de porter plainte contre le journal Mediapart pour un article qui a été écrit le 12 mars 2025, donc un mois plus tard. Vous comprenez bien qu'en affirmant le 11 février vouloir porter plainte pour un article qui n'avait été ni écrit ni publié, François Bayrou a menti. Et il a menti, là, cette fois, sous serment, s'exposant, de mon point de vue, à la nécessité de poursuites sur le plan judiciaire. Constatons qu'on peut mentir dans l'hémicycle de l'Assemblée. Les conséquences, là, sont politiques. J'ai voté hier une censure de François Bayrou, notamment sur la base de ce mensonge. Mais juridiquement, un mensonge devant notre commission d'enquête appelle des poursuites. Et ces poursuites sont nécessaires pour moi, car ce mensonge n'est pas un mensonge secondaire. En menaçant des journalistes de porter plainte en diffamation sur cette affaire Bétarame, François Bayrou manifeste qu'il entretient aujourd'hui encore l'omerta. Et il faut la combattre, cette omerta. Et donc j'ai saisi, dans le cadre très précis de l'ordonnance de novembre 1958, de son article 6, qui organise les travaux de notre commission d'enquête parlementaire, j'ai saisi notre présidente, qui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, était la seule à pouvoir saisir la justice. Mais c'est la prérogative du bureau de l'Assemblée nationale. Je prends acte que la présidente n'a pas voulu saisir la justice et je vais continuer, puisque j'estime que c'est ma responsabilité de rapporteur d'aller au bout de ce constat que je fais de ce parjure avec mon groupe parlementaire, saisissant le bureau de l'Assemblée nationale, car je ne peux pas accepter, sur des questions aussi graves, que notre commission d'enquête soit au fond méprisée par l'actuel Premier ministre, qui a cru manifestement pouvoir nous mentir, comme il l'a fait. Peut-être juste un mot pour conclure, parce que je crois qu'on doit conclure ce point presse.
pour vous dire que pour tous ceux qui nous accuseront de vouloir réouvrir la guerre scolaire, tous ceux qui nous accusent de vouloir faire la guerre à François Bayrou, je leur dirais de relire ces 50 recommandations, de relire les 330 pages de ce rapport de notre commission d'enquête, et ils constateront que ce que nous voulons, c'est la paix pour les victimes. C'est pouvoir faire la paix avec un passé extrêmement douloureux, où les responsabilités de l'État sont largement engagées pendant plus d'une trentaine d'années, ministre après ministre, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou de la justice, responsables, parents, chefs d'établissement, enseignement de tout réseau, et que cette responsabilité partagée, elle doit être écrite, posée sur le papier, ce que nous avons fait aujourd'hui, et elle doit être l'énergie, elle doit donner l'énergie à tous les parlementaires dans le format transpartisan que nous représentons ici aujourd'hui, pour faire en sorte que les choses changent et que plus jamais il ne puisse arriver de telles violences sur les enfants, quel que soit l'endroit où ils soient scolarisés. Je vous remercie.